Jamais Madame Irma n'avait imaginé qu'un poulpe lui ferait de la concurrence. Et quelle concurrence! Ce céphalopode extralucide attirait quantité de journalistes, d'appareils photo et de caméras. On le voyait même à la télévision, lors de retransmissions en direct. Le céphalopode en question s'appelait Paul. Paul le poulpe. Le voici chez lui, dans son aquarium, ouvert au public, à Oberhausen, près de Düsseldorf, en Allemagne. Nous sommes en juin 2010, en Afrique du Sud. La Coupe du monde de football bat son plein. Et sur une idée des responsables de l'aquarium, Paul le poulpe pronostique les résultats de l'équipe nationale allemande. Aujourd'hui, en huitième de finale, l'Allemagne affronte l'Angleterre. Ignorant la pression, si ce n'est celle de l'eau, Paul le poulpe a le choix entre deux boîtes transparentes décorées aux couleurs des deux équipes. À l'intérieur de chaque boîte, une moule sans la coquille. Mis en appétit, le poulpe carnivore débute sa danse du ventre et se pose sur la boîte de l'Allemagne. Grâce à ses 8 bras, il n'a aucune difficulté à soulever le couvercle. D'une agilité remarquable, il entre dans la boîte et se jette sur sa récompense. Quelques heures plus tard, l'équipe allemande donne raison à celui qui a été surnommé l'oracle d'Oberhausen. Elle bat l'Angleterre 4-1. De la sorte, sa notoriété est devenue tentaculaire. De son œil à pupille horizontale, il voit l'avenir et cet avenir, les supporters allemands le voient en grand. En quart de finale, à juste titre, Paul annonce la victoire allemande face à l'Argentine. Le poulpe est devenu prophète en son pays. Cette poulpe fiction intrigue jusqu'aux scientifiques qui se penchent sur le cas de celui qui passe pour le plus intelligent des invertébrés. Un poulpe possède 9 cerveaux, un cerveau central et un cerveau dans chaque tentacule. Des études de comportement montrent que si le poulpe est incapable de différencier les couleurs, en revanche, il peut distinguer la luminosité, les contrastes et les motifs, raison pour laquelle il avait tendance à choisir en priorité les drapeaux à bandes horizontales. Le match de la demi-finale apportera peut-être des éclaircissements. L'Allemagne affronte l'Espagne, drapeau rouge à bandes jaunes. Paul le poulpe décrète que l'Espagne l'emportera. Et l'Espagne l'emporte 1-0. Les Allemands ont alors le poulpe en travers de la gorge. Les internautes furieux proposent de le cuisiner comme en Espagne, à la plancha, en marinade ou dans la paella. Heureusement, c'était de l'humour et le chef du gouvernement espagnol répond sur le même ton en déclarant qu'il va envoyer des troupes de l'armée pour sauver le poulpe. Dans le match de classement pour la 3e place, Paul se rabiboche avec les siens en pronostiquant une victoire allemande face à l'Uruguay. L'Allemagne s'impose 3-2. C'est maintenant l'heure de la finale, qui oppose l'Espagne aux Pays-Bas. Devant les représentants de la presse mondiale, l'imperturbable Paul fait de l'Espagne son vainqueur. À Johannesburg, l'Espagne triomphe grâce à un but d'Iniesta inscrit pendant les prolongations. Paul le poulpe triomphe lui aussi. Il a défié les lois de la statistique. 8 pronostics sans commettre la moindre erreur. Une probabilité mathématiquement inférieure à 1%. Au lendemain de la compétition, le poulpe aurait pu prendre la grosse tête. Au contraire, en toute humilité, il reprend son activité qui consiste à divertir les enfants qui lui rendent visite. Paul le poulpe ne profitera pas longtemps de sa retraite. Le 26 octobre 2010, partout dans le monde, les journalistes évoquent sa disparition. Il est mort de vieillesse, 2 ans après sa naissance. En janvier 2011, un mémorial est érigé en hommage à Paul le poulpe. On le voit accrocher un ballon de football qui abrite l'urne dorée contenant ses cendres. Grâce lui soit rendue. L'aquarium d'Oberhausen est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de foot du monde entier. À quoi reconnaît-on sa nationalité? Au passeport, bien sûr, au drapeau, à la rigueur, à l'hymne national. Mais parfois, le processus est un peu plus sinueux. Il faut que je vous l'explique. Je suis né à Nancy, en Lorraine, de père français et de mère allemande. Et pourtant, jusqu'à 8 ans, j'étais sûr d'être français. J'allais à l'école Jules Ferry qui, nous rabâchait-on, a instauré l'école obligatoire et gratuite. Mon père avait une Renault 5, mon passeport était bleu-blanc-rouge, je chantais la Marseillaise avec les paroles,
je fêtais le 8 mai, jour anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, et le 11 novembre, qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. En 1980, déménagement. J'ai 9 ans et je me retrouve dans une petite ville ouest-allemande, jadis chantée par Barbara, Göttingen. Je vais à l'école seulement le matin, avec 2 Botabrote pour la récré. Désormais, mes copains s'appellent Björn, Michael et Stefan. Mon école s'appelle Theodor Heuss, du nom du premier président de la RFA. Et surtout, ma literie est aux couleurs du Bayern de Munich. Mis à part mes papiers et mon prénom, imprononçable pour mes copains, je suis devenu un parfait petit Allemand. En 1982, à 11 ans, j'ai une obsession. Trouver assez de Deutschmark pour terminer mon album Panini de la VM. La VM, c'est la Weltmeisterschaft, la Coupe du monde de football qui justement s'annonce. Avec mes copains, on ne parle que de ça. Karl-Heinz Rummenigge, le flamboyant capitaine. Paul Breitner, le ténébreux milieu de terrain. Horst Hrubesch, l'attaquant bûcheron. Harald Schumacher, le redoutable gardien de but. Voilà mes héros. Et quand enfin l'Allemagne joue son premier match, c'est contre l'Algérie, je suis stressé comme avant une énorme interro. Ému à bloc quand résonne l'hymne allemand « Einigkeit und Recht und Freiheit ». Et puis à la 54e minute, drame, l'Algérie marque. Je ressens comme un grand coup de poing dans l'estomac. Finalement, l'Algérie gagne, je pleure, c'est une catastrophe nationale. Nous avons perdu, nous, les Allemands. Mais l'année scolaire se termine et nous partons en famille en vacances chez ma tante dans le Gers. On mange du canard, on regarde TF1, on écoute l'inusable Thierry Roland commenter les matchs des Bleus. C'est que mes cousins, eux aussi, se passionnent pour la Coupe du Monde. Ils chantent la Marseillaise à tue-tête, j'en fais autant. Ils vénèrent Platini, le capitaine, Platini, l'enfant de Nancy, comme moi. Même ma grand-mère le connaît. Oubliez l'équipe du DFB, le Deutscher Fußballbund. Aujourd'hui, en quart de finale, assis au milieu de mes cousins, je ne vibre plus que pour la FFF, la Fédération française de football. La France, mon équipe, ma langue, ma patrie. Et voici le match du siècle, la demi-finale France-Allemagne. On regarde le match au bar du village. Mes cousins m'ont dit de ne surtout pas parler allemand. Mon Dieu. Je suis bien un peu tiraillé quand j'entends l'hymne allemand et que la caméra nous montre tous les joueurs de cette équipe que j'aimais tant. D'ailleurs, comment ai-je pu les aimer comme ça ? Je siffle comme mes cousins. Alors quand Schumacher heurte avec violence Battiston, qui est dégagé inanimé, je hurle encore plus fort que mes cousins. La France est éliminée au tir au but. Mon père craint pour sa R5 immatriculée outre-Rhin. Je suis tellement furieux que j'inscris un commentaire vengeur dans le carnet intime de ma petite sœur. Schumacher ist ein Schwein, Schumacher est un cochon. Cela me vaudra le lendemain une bonne punition de ma mère, par avis de mes débordements nationalistes, même bilingues. À la rentrée suivante, je retrouve mes copains, le lycée, mes draps du Bayern. Je suis de nouveau un parfait petit Allemand. Mais comment dire ? Les héros du Bayern ne me font plus vibrer, et je me surprends plus d'une fois à fanfaronner lors des victoires françaises, aux grandes dames de mes amis allemands. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'étais français. Tous les 4 ans, ça recommence. En allumant la radio, en scrollant sur son portable, à la machine à café du bureau, on n'entend parler que de foot. C'est normal, c'est la Coupe du Monde, la plus grande compétition sportive avec les Jeux Olympiques. Mais saviez-vous que cet événement, qui passionne des milliards de téléspectateurs, a été créé par un Français ? Il s'appelle Jules Rimet. Et a priori, rien ne le destinait à devenir le père de cette énorme machine à rêve et Afrique. Déjà, parce que quand Jules Rimet voit le jour, en 1873, le football n'existe pratiquement pas en France. Ce sport vient à peine de naître en Angleterre, dans de grandes écoles comme Cambridge, avant de s'exporter. Jules Rimet, lui, grandit à la campagne, dans une famille de paysans où l'on n'a jamais entendu parler de foot. Quand Jules a 11 ans, la famille Rimet déménage à Paris. C'est là qu'il commence à jouer au foot, à la paroisse du quartier. Les prêtres catholiques y voient un moyen de développer la santé et les valeurs morales des jeunes. Jules Rimet adore le foot, même s'il n'est pas spécialement doué.
En revanche, il est très bon élève et ne manque pas d'ambition. Il devient avocat et fréquente les cercles politiques des catholiques de gauche sans jamais perdre de vue sa passion pour le ballon rond. Et à 23 ans, il crée son propre club de foot, le Red Star, pour faire progresser ses valeurs d'émancipation par le sport. L'équipe existe toujours d'ailleurs. Engagée et branchée, c'est un peu l'équivalent du club allemand de St. Pauli. À ses débuts, le football se joue souvent sur des terrains vagues. Les joueurs n'ont pas de contrat et il existe plusieurs ligues concurrentes. Bref, c'est le bazar et Jules Rimet entend y mettre de l'ordre. Ce sera la mission de la Fédération française de football, dont il devient le premier président. 2 ans plus tard, il prend la tête de la FIFA, la Fédération mondiale du football. Son rêve, une grande compétition entre les pays, car il considère le foot comme un moyen de compréhension et d'amitié entre tous les peuples. Après des années de tractation, la première édition de la Coupe du Monde se tient en 1930. Mais pas en Europe, en Uruguay. Pourquoi ? Parce que l'Uruguay est le seul pays à accepter de financer le voyage et l'hébergement des autres équipes. Et ce n'est pas de la tarte. À l'époque, on traverse l'Atlantique en bateau et le voyage vers Montevideo dure 2 semaines. Seules 4 équipes européennes s'engagent dans l'aventure. Il y a là la Yougoslavie, puis, voyageant sur le même paquebot, la France, la Belgique et la Roumanie. Pendant la traversée, les joueurs s'entraînent sur le pont du bateau, sous le regard amusé des passagers et de Jules Rimet. Ils voyagent avec le premier trophée de la compétition, très différent de la coupe actuelle. C'est une victoire ailée, en or, qu'il garde dans un coffre-fort de sa cabine. Et qui la gagne ? Le pays organisateur, l'Uruguay. La Coupe du Monde est lancée. Mais ses prochaines éditions ne sont pas toujours très glorieuses. En 1934, en Italie, Mussolini transforme la compétition en démonstration fasciste. Et en 1938, en France, les joueurs du Reich entament chaque match par le salut nazi. À chaque fois, Jules Rimet, l'idéaliste naïf, se tait, au nom de l'intérêt supérieur du sport. La complaisance des dirigeants de la FIFA pour les autocrates a d'ailleurs toujours cours. Jules Rimet quitte la FIFA après la Coupe du Monde de 1954, la première que remporte l'équipe allemande, la Mannschaft, et meurt 2 ans plus tard. Il n'aura pas vu émerger Pelé, Maradona ou Zidane. Il n'aura pas vu non plus sa chère compétition basculer dans l'ère du sport business. Avec les années, le souvenir de Jules Rimet s'est un peu perdu. Les Français ont bien pensé à lui pour baptiser le grand stade de la Coupe du Monde 1998. Mais finalement, on lui a préféré Stade de France. Un peu basique, si vous voulez mon avis. Dans d'autres pays, en revanche, il a un timbre à son effigie depuis des décennies. En Hongrie, au Nicaragua, à Guernesey, à Montserrat, au Guyana, en Bulgarie et même en Corée du Nord. La France n'a rattrapé son retard qu'en 2023. Il était temps. Alors que je rends visite à un vieil ami français qui réside à Hambourg, celui-ci me fait une drôle de proposition. Tu veux m'accompagner à un match de foot ? Si cela vous semble anodin, c'est que vous ne connaissez pas mon ami. Tout comme moi, Thomas n'a jamais aimé le foot et a toujours critiqué les débordements des supporters qu'il décrit comme des crétins, bas du front, racistes et homophobes. Qu'est-il donc arrivé à Thomas ? Il est devenu supporter d'un des clubs de foot de Hambourg. Non, pas le Hamburger SV, mais l'autre club de la ville, le FC St. Pauli. Le FC quoi ? Devant ma mine interloquée, il se justifie. Le FC St. Pauli n'est pas une équipe comme les autres. C'est un club de gauche. Pardon ? St. Pauli est un quartier de Hambourg. Le quartier rouge. Situé près du port, il a toujours abrité des bars de marins et des maisons closes. Et plus récemment des squats, des prostituées en vitrine, des galeristes et des bobos. Vous connaissez probablement la célèbre avenue qui traverse ce quartier, la Reeperbahn. Ce qui deviendra le FC St. Pauli est à sa création, en 1910, la section football d'une association de gymnastique. Et ne se distingue en rien des autres clubs de football allemands. C'est bien plus tard, dans les années 80, que son identité si particulière se forge. Je vous le dis tout de suite, le FC St. Pauli ne s'est jamais illustré par ses résultats sportifs. Il n'a jamais remporté la moindre compétition nationale. Pourtant, il compte près de 500 fan-clubs à travers le monde qui se reconnaissent dans son esprit. Car si St. Pauli est devenu un mythe, c'est grâce à l'engagement social et politique qui anime ses supporters.
Dans l'océan d'un football business mondialisé, sans scrupules et souvent sectaire, le club dont l'emblème est une tête de mort est un bateau pirate. Des exemples, alors que le racisme gangrène le football européen, St. Pauli se positionne comme antifasciste et martèle son slogan « St. Pauli gegen rechts », St. Pauli contre l'extrême droite. Le premier joueur d'Afrique noire à fouler une pelouse professionnelle allemande le fait tout naturellement à St. Pauli en 1963. Et lorsque les supporters découvrent le passé nazi d'un des anciens présidents du club, Wilhelm Koch, qui avait donné son nom au stade, ils votent pour le débaptiser et revenir à leur nom initial, le Millantor-Stadion. Le FC St. Pauli est aussi un club antisexiste. En 2002, la publicité d'un magazine masculin est retirée de l'enceinte du stade car jugée dégradante vis-à-vis des femmes. Et quand une des PME du quartier, un club érotique, emménage sa loge en mini-club de striptease avec pole dancing et miroir, les supporters obtiennent l'interdiction des effeuillages qui ne correspondent pas du tout à leurs valeurs. L'homophobie n'y a pas sa place non plus. Depuis 2013, un drapeau arc-en-ciel flotte en permanence dans l'enceinte du stade. Et quand l'Allemagne se divise sur la question des migrants, les supporters du FC St. Pauli déploient des banderoles leur souhaitant la bienvenue. Le club soutient aussi la création du FC Lampedusa, qui accueille de jeunes réfugiés à Hambourg. Vous en voulez encore ? En 2017, lorsque des manifestants du monde entier convergent vers Hambourg pour protester contre le G20, rappelons à nos amis français que le G20 n'est pas qu'un supermarché, St. Pauli propose à 200 d'entre eux de planter leur tente sur la pelouse du stade. Et pour permettre à tous de venir assister au match, le club a même créé sa propre crèche pour ses futurs supporters. Un club de foot à part, on vous dit. Antifa, humaniste, démocrate, amateur de rock et de bière, dans le fond, le St. Pauli ressemble beaucoup à mon ami Thomas. Alors oui, du coup je l'ai accompagné au stade. Je me suis laissé entraîner par les supporters qui chantent parfois même en français. Écoutez. Bon, ils ont perdu. Mais je voulais tout de même rapporter un sweatshirt orné de la fameuse tête de mort. Ce logo mythique situé quelque part entre le symbole politique, l'icône pop et une banale marque de mode. Du coup, j'ai découvert la boutique du club. Car en ce qui concerne la vente de produits dérivés, le FC St. Pauli n'a rien, mais rien à envier aux autres clubs. Vous trouvez ça contraire à leur esprit gauchiste ? Peut-être. Mais sérieusement, un club qui ne gagne pas de grandes compétitions, comment voulez-vous qu'il se finance ? Le mercredi 12 mai 1976, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai 11 ans. Je porte des lunettes, un appareil dentaire, un soupule en acrylique et un jean à pattes d'éléphant parce que c'est la mode. Je m'apprête à vivre le plus grand événement footballistique de ma vie d'enfant. Il est 20h30. Mon père vient d'acheter une télé couleur. La télé fonctionne correctement, mais dans mon esprit, sur l'écran, tout est vert. Vert comme le maillot de l'équipe de l'AS Saint-Étienne qui dispute la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, notre Champions League actuelle, contre le Bayern Munich. Les Allemands ont remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes en 1974 et 1975. Les Verts de Saint-Étienne, qui écrasent le foot français en termes de résultats et de popularité, accèdent à ce niveau pour la première fois. Depuis presque 20 ans, aucun club français n'a disputé une telle finale. Avec Saint-Étienne, la France entière s'est mise au vert. C'est le tour de force de cette équipe de province, située à 60 km de Lyon. Elle a déclenché une véritable ferveur nationale. La France est verte, faute de bleu, car les résultats de l'équipe nationale sont alors d'une rare médiocrité. La France est éprise d'une équipe qui ressemble à sa ville et à son identité ouvrière. Une équipe composée de joueurs au profil varié, plus ou moins talentueux, mais pratiquant collectivement un football généreux dans l'effort. Une équipe sans superstar, sans salaire faramineux. Une équipe à laquelle tous les publics s'identifient volontiers. Chaque joueur pourrait être un grand frère, un cousin, un fils, un fiancé ou un copain. Au mur de leur chambre, les enfants punaisent des posters sur le papier peint multicolore des années 70. Rocheteau, Larquet,
Piazza, Kurkovic, Battenay et les autres. Chez moi, il est interdit de punaiser. Mais le vert est ma couleur, le foot est ma passion. Une nuit, j'ai dormi avec mes nouvelles chaussures à crampons. Le 12 mai 1976, la finale se joue à Glasgow, où des centaines d'avions ont transporté 30 000 supporters bleus, blancs, verts. 25 millions de téléspectateurs s'apprêtent à regarder le match en direct. En première période, Battenay déclenche un tir violent. Le ballon s'écrase sur la barre transversale. Quelques minutes plus tard, le Stéphanois Saramagna centre. Jacques Santini reprend de la tête et une fois encore, le ballon touche la barre transversale. Pourquoi diable les poteaux écossais renvoient-ils les ballons de la sorte ? Il faut savoir que les montants des buts du stade de Glasgow, un peu vieillots, sont carrés. La Fédération internationale n'impose pas encore de règles en la matière. À ces maudits poteaux carrés, qui vont bientôt entrer dans la légende, nous attribuerons tous nos malheurs. Eussent-ils été cylindriques, le ballon serait-il entré dans les filets ? Remarquez bien, la forme du poteau est un problème franco-français. En deuxième période, d'une frappe rectiligne, Roth, le Munichois, ouvre le score pour les Allemands. Quelle injustice! Mes Verts sont battus 1-0. Le 12 mai 1976, alors que les Allemands brandissent le trophée, il fait noir dans ma petite tête. Bizarrement, le lendemain de cette désillusion sportive est un lendemain qui chante. Les Verts descendent les Champs-Élysées, fêtés triomphalement par une foule enthousiaste. 100 000 personnes dans la rue. Étrange cortège pour une défaite. Même le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décide d'honorer les vaincus en les recevant à l'Élysée devant les caméras de télévision. Il tente de réconforter des joueurs qui sont partagés entre la déception et l'étonnement. Dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, la France entière discute de ces maudits poteaux carrés de Glasgow. Dans les cours d'école, au comptoir des bistrots, à longueur d'articles dans les journaux, on refait le match en se persuadant que le monde décidément est mal fait. Pour l'anecdote, en 2013, le club de Saint-Étienne a racheté les poteaux carrés de Glasgow et les a installés dans son musée. Pour tout Français qui aime le foot, le 12 mai 1976 est un souvenir pénible et un jour de légende. Paradoxalement, ce sont les Verts qui ont redonné le goût de la victoire à la France. 20 ans plus tard, l'équipe de France gagnera la Coupe du Monde. Mais à ce moment-là, il y a longtemps que je ne dormais plus avec mes chaussures à crampons.